Je voudrais inviter maintenant Jean-Claude Boal, qui est secrétaire général adjoint d'EGAL et qui va nous faire une introduction aux débats qui vont suivre de façon à camper les questions qui se posent. Oui, merci Martine, bonjour. Je crois que le débat d'ailleurs a commencé avec ce qui a été dit précédemment, y compris par Madame Lalème. Je dois vous avouer que quand on regarde le titre de notre colloque d'aujourd'hui, la laïcité, un enjeu d'égalité pour les femmes à la lumière des révolutions du monde arabe, quand Martine m'a proposé de faire l'introduction, je me suis dit, mais finalement, je vais y arriver, c'est pas très compliqué. Il s'agira de parler de l'égalité des femmes, de leur lutte pour cette égalité, notamment dans ce qui se passe dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Et donc, on devrait arriver à articuler les choses assez facilement. Et puis, en fait, en regardant comment ça se passait réellement, quels étaient les enjeux apparents et éventuellement des enjeux moins apparents, sous-jacents, je me suis rendu compte que c'était peut-être plus compliqué qu'on l'imaginait compte tenu de l'imbrication de tous ces enjeux, de leur interdépendance et des difficultés que nous avons souvent à les démêler, notamment dans les débats. Parce que, on le disait tout à l'heure avec quelques personnes ici présentes, nous avons trop tendance à nous adresser à ceux qui sont convaincus ou qui sont d'accord avec nous. Et il y a une vraie difficulté sur ces questions-là, comme sur d'autres, mais notamment sur celle-ci, parce qu'elles deviennent très vite passionnées, à aborder le débat avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont des positions qui remettent en cause effectivement les droits fondamentaux, l'égalité homme-femme, la démocratie, etc. Donc ça me paraît plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui fait que finalement j'ai choisi une façon de faire relativement simple, c'est que je vais dérouler un certain nombre d'enjeux qui me paraissent importants, étant entendu que tous ne seront pas forcément pointés et que je n'irai pas dans le détail, parce que, bien entendu, je n'ai pas le temps, je dois aussi, comme Françoise, respecter le temps qui m'a été donné. Voilà, le combat des femmes est une des conditions sine qua non indispensable de l'émancipation humaine. Et quand on regarde ce qui se passe, on s'aperçoit que ça exige un courage, une persévérance de tous les instants qui, je pense, ne peuvent faire que notre admiration parce que ce n'est pas qu'une question de débat, il y a souvent la vie des personnes qui est menacée et qui est mise en cause. Et si nous regardons donc ces enjeux au regard de ces révolutions, nous sommes confrontés à plusieurs questions. D'abord, ces révolutions ne sont pas terminées. Elles connaissent des soubresauts, des avancées, des reculs inévitables, car les forces politiques, sociales, religieuses s'affrontent pour l'hégémonie et donc pour les forces progressistes, toujours plus démocratie et d'égalité entre les humains, et les autres pour maintenir leur position ou acquérir des positions dominantes, remettant en cause ces égalités. Quand on regarde l'histoire, la Révolution française a duré au moins un siècle. Donc, c'est des enjeux de cette nature-là. J'y reviendrai. Je pense que nous sous-estimons la question du temps, comme souvent d'ailleurs dans nos débats. Alors, les révolutions ne se déroulent donc pas de façon linéaire. Chaque pays est un cas spécifique, donc il faudrait pratiquement analyser ces révolutions pays par pays, même si nous retrouvons bien entendu des constantes sur la volonté d'hégémonie des courants religieux. Et ce qui se passe en ce moment à Tunisie, si les forces laïques et démocratiques réussissent à obtenir la prédominance de la loi des hommes, de la démocratie sur la loi de Dieu, le signal dépassera largement la Tunisie. Ça sera un signal pour tout le monde arabe. Le monde arabe acquérera, parce que ces valeurs sont des valeurs universelles, donc ce qui se passe à Tunisie acquérera une valeur universelle pour toute l'humanité, car ce sera une démonstration que la laïcité, comme principe d'organisation du vivre ensemble, de la res publica à valeur universelle, aussi bien dans
sociétés, disons, occidentales, que dans les sociétés arabes, que pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et de ce point de vue-là, les enjeux de la Tunisie me paraissent complètement centraux. Deuxième enjeu qui me paraît tout à fait essentiel et qu'on a du mal à examiner, je pense qu'il y a un enjeu géopolitique à plusieurs dimensions. Bien sûr, une dimension régionale sur fond religieux, de guerre civile religieuse entre sunnites et chiites, avec l'Arabie saoudite, le Qatar, sur fond de pétrodollars, et l'Iran, de notre côté, également sur fond de pétrodollars ou de gazodollars. Mais que cet enjeu est aussi plus large et que c'est un problème des relations du monde arabe avec le monde occidental qui, lui, veut aussi maintenir sa domination sur le monde. Donc on a des enjeux géopolitiques à dimension variable et complètement imbriqués, et sur lesquels il n'y a pas de réflexion. Quand on écoute la presse, ces enjeux-là sont complètement passés sous silence. Et quand on fait la liste des pays concernés, cela, à mon avis, saute aux yeux. Partie de la Tunisie, tout le Maghreb, l'Algérie, le Maroc est touché. La Libye, l'Égypte, bien sûr, le Bahreïn, le Yémen, la Syrie, le Liban, avec le Moyen-Orient, mais aussi aujourd'hui le Mali qui a été déstabilisé par ce qui s'est passé en Libye, et même la Centrafrique. Tout ça, c'est parfaitement lié et c'est dans cet enjeu, à mon avis, géopolitique. Donc un enjeu géopolitique multidimensionnel. Il existe bien un islamisme politique à visée mondialisée, et il ne faut pas le nier et il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'il ne faut pas y avoir de naïveté par rapport au débat que nous avons à mener sur ces questions-là. Certes, toutes les religions du livre ont vocation universelle, et nous savons en France, pour des raisons historiques, le débat qui a été mené contre l'Église catholique, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un islamisme politique, et il s'agit d'une volonté d'hégémonie qui est très très forte et que nous ne pouvons pas accepter, puisqu'on veut nous imposer des lois qui ne sont pas les lois de la démocratie et les lois du débat et les lois des hommes. Enjeu également, bien entendu, à partir de là, de démocratie pour tous ces pays, car ils sont confrontés à un problème de tolérance religieuse et de liberté religieuse, mais pas uniquement, et à une offensive politique parfaitement réfléchie et théorisée qui vise donc à cette hégémonie mondiale et qui a le temps pour elle. Et ça, c'est très important. Il faut bien comprendre que toutes les religions ont l'éternité pour elles. Et donc, il y a un combat permanent face à cette question-là. Et que souvent, les laïcs ont tendance à dire « ça y est, on a fait une loi, on a réussi à faire en sorte que nos idées deviennent majoritaires ou passent bien dans la société, mais le débat n'est pas terminé. » On le voit avec l'avortement, mais on le voit aussi avec, reprenez un certain nombre d'encycliques des papes, et vous verrez que toujours il y a le problème de la laïcité remise en cause, même pour la France, même si l'Église française l'a accepté en 1920. Donc c'est un combat permanent. Et de ce point de vue-là, les frères musulmans sont un exemple tout à fait caractéristique de cette permanence dans le temps. Et l'Égypte nous amène à réfléchir de façon tout à fait nouvelle à ce sujet. Cette offensive politique est articulée et, bien sûr, se sert de la religion, de l'histoire, et on voit bien que, là aussi, l'histoire nous apprend que cette alliance, en tout cas cette utilisation de la religion, remet en cause les principes démocratiques pour imposer une forme de dictature en définitive. Et à nouveau, comme chaque fois, la situation des femmes, le corps des femmes, se trouve au cœur de la tourmente. Et c'est vrai dans les pays arabes en ce moment, mais c'est vrai aussi en Europe. L'exemple de l'Espagne qui a été cité tout à l'heure le démontre bien. Ce qui m'amène à l'enjeu qui me paraît un enjeu universel, qui est effectivement l'enjeu égalité femmes-hommes, qui est un combat aussi permanent et toujours renouvelé. Si l'on en juge par les violences des attaques sexuelles, physiques, verbales que subissent les femmes dans certains de ces pays, je fais référence par exemple à ce qui se passe en Égypte, au Caire, la situation, et là aussi le corps des femmes, cristallise toutes ces passions. Or, nous le savons, il ne peut y avoir d'humanité et d'émancipation humaine si cette égalité n'est pas pleinement acquise dans le droit, dans les faits, dans la vie de tous les jours. Égalité en droit, en dignité, en intégrité physique, en liberté et en liberté effective.
il y a également, derrière ces enjeux, un enjeu de liberté religieuse, paradoxalement. Parce que dans la quasi-totalité de ces pays, l'islam étant religion d'État, les autres religions sont pourchassées, et on voit bien à l'heure actuelle à quoi ça aboutit. Donc, des cohabitations multiséculaires entre diverses religions, aujourd'hui, se défont, souvent dans la violence. Et donc l'enjeu aussi, là, n'est pas seulement un enjeu de liberté religieuse, mais plus largement un enjeu de liberté de conscience, permettre à tout individu, toute personne, d'avoir une religion différente, de ne pas en avoir, donc un enjeu de laïcité qui est tout à fait fondamental. Et bien sûr, l'enjeu de laïcité, comme je l'ai dit par rapport à la Tunisie, est un enjeu universel, contrairement à ce que prétendent un certain nombre de gens. Je pense que là aussi, nous avons un travail important à faire. Je terminerai par un enjeu qui est peut-être un peu plus particulier pour nos sociétés européennes, et notamment en France, qui est un enjeu de clarification des concepts, de rhétorique. Je serais tenté de dire, j'ai écrit d'avachissement intellectuel, y compris les milieux universitaires, de manque de courage, mais en tout cas de manque de réflexion dans beaucoup de milieux. Je pense par exemple au concept d'islamophobie, qui est instrumentalisé par certains, et il faut réfléchir pour qui et pourquoi. C'est selon le cas, il y a un mélange entre le racisme, la stigmatisation d'une religion, c'est vrai, hein, le détournement du principe de laïcité par l'extrême droite, l'instrumentalisation donc d'un certain nombre de questions, mais je pense que dans la réflexion, ça va au-delà, parce qu'il y a aussi un mélange de naïveté, une espèce de repentance coloniale non assumée et le fait de ne pas assumer une histoire dans certains réseaux, y compris des réseaux laïques, y compris des réseaux de gauche, qui instrumentalisent ça et qui finalement acceptent toute une série d'accommodements de nature diverse, qui utilisent également ce concept pour dire, mais au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de se vêtir, on ne peut pas interdire telle ou telle chose. Et puis nous avons un deuxième élément qui est que nous avons une nouvelle couche, la société française bouge, notamment. Il y a une nouvelle religion qui est apparue et qui est une religion qui veut sa place, qui est logique. Et nous avons un certain nombre de nouvelles couches d'intellectuels, notamment du côté universitaire, sociologue, qui utilisent tous ces concepts-là, y compris le concept d'islamophobie, pour démontrer la justesse et développer leur argumentation pour faire passer le communautarisme, les accommodements, etc. Il y a un certain nombre de livres tout à fait récents qui ont été publiés, qui vont dans ce sens-là, et je pense que nous avons intellectuellement, y compris vis-à-vis de l'université, parce que si ça cède dans l'université, ça cèdera après dans la société, un travail très important à faire. Pour en revenir, je termine, aux enjeux géopolitiques, il est évident que si en France, nous cédons sur les principes de la laïcité, nous acceptons les accommodements de quelque nature qu'ils soient, comme on nous en presse souvent, nous affaiblissons le combat des femmes dans les pays du pourtour de la Méditerranée et en général dans l'ensemble du monde. Parce que la France est un des pays, sinon le pays, où la laïcité est née et où elle s'est développée avec justement cette capacité, ce principe d'organisation de la République qui permet la liberté de conscience et qui permet justement le vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est très important. Quand on écoute un certain nombre de nos amis de ces pays-là, ils nous disent « ne cédez surtout pas parce que ça va nous affaiblir ». Je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'islamophobie, aux accommodements, aux problèmes de rhétorique et de débat intellectuel à avoir, ce n'est pas seulement un débat intellectuel, il y a aussi un débat très physique. Voilà. Dernier enjeu qui me paraît important, quand je regarde les livres justement sur ces questions-là, beaucoup des études, beaucoup d'arguments sont tirés d'études anglo-saxonnes, de ce qui se passe dans les pays, y compris pour le transposer en France. Je pense qu'il y a un enjeu linguistique tout à fait essentiel derrière la question également de la laïcité. Une langue où le neutre est très développé, où il n'y a pas de masculin et de féminin, n'a pas les mêmes concepts qu'une langue où il y a des masculins et des féminins.
Donc l'enjeu linguistique est un enjeu de concept fondamental, et je pense que là aussi, nous avons trop tendance à céder à ces questions-là. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps.